Aujourd'hui, dans Parlons Finance Islamique, nous accueillons non pas un, mais deux invités. Notre première invitée, Kenza El Islami, est diplômée d'un master en gestion de patrimoine. Animée par un fort intérêt pour la finance éthique, elle a choisi de se spécialiser en finance islamique en intégrant le MBA de Financia Business School. Elle effectue actuellement son stage au sein de la fintech Laymoun. Pour moi, pour mon ressenti de ce qu'est la finance islamique, Oman, c'est exactement ce que ça devrait être. Notre second invité, Jamil Eni, fort d'une expérience de 8 ans dans le secteur bancaire en France et en Europe du Nord, est aujourd'hui consultant en finance islamique chez SBSC et correspondant français pour Islamic Finance News. Il poursuit également sa formation au sein de l'executive MBA de Financia Business School. C'est un marché très très prometteur et que la Turquie a tout pour être un leader de la finance islamique demain. Bonjour à tous, Kader Merboud, donc coproducteur avec Anis Mahmoud du podcast Parlons Finance Islamique. Dans l'épisode précédent, l'épisode numéro 6, nous avons eu l'immense honneur de recevoir Dr Boklet pour nous parler du financement islamique pour les entreprises. Elle a financé grandement, pour la première fois, de façon éthique, son cabinet. Et lors du précédent épisode, elle a pu nous expliquer les modalités, les problématiques qu'elle a rencontrées et le succès qu'elle a rencontré. Pour cet épisode, j'ai l'immense honneur d'accueillir deux illustres invités que je connais particulièrement bien. Non pas que je vais dire que c'est mes préférés, ça va faire beaucoup de jaloux, n'est-ce pas? On va éviter. Beaucoup, on va éviter. Donc, honneur aux femmes. Kenza, à vous. Bonjour à tous, Kenza El Islami, j'ai un master 2 en finance gestion de patrimoine. Et là, je me spécialise du coup en finance islamique. Je termine cette année. Et en parallèle, je suis en stage chez Laymoun dans le pôle financier islamique, du coup. Parfait. Bonjour à tous, bonjour Kader, merci Bonjour. pour l'invitation. Je m'appelle Jamil, j'ai travaillé un peu plus de 8-9 ans en banque conventionnelle avant de démissionner en 2023 et de me plonger dans la finance islamique. Donc ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que j'étudie la finance islamique et j'ai débuté une activité de consulting l'année dernière où j'accompagne notamment des fintechs et des PME dans leur recherche de solutions conformes à la finance islamique. Donc, tous les deux, vous êtes en train de finaliser votre exécutive MBA finance islamique, si j'ai bien compris. Ça. Exactement. Et donc, cette année, vous avez beaucoup voyagé. Vous avez globe-trotté, comme diraient certains. Un petit peu, oui. Un petit peu beaucoup, un petit peu pas assez? Un peu beaucoup? Un petit peu bien, correct quand même. Ah ben, c'est Suffisamment. l'objectif. L'objectif de cette émission, aujourd'hui, ça va être de comprendre un petit peu et de partager avec nos auditeurs tous les pays, toutes les juridictions que vous avez visitées, toutes les institutions financières que vous avez rencontrées, toutes les problématiques que vous avez rencontrées lors de ces différents voyages. Alors je commence, et vous me corrigez si je me trompe. Donc le premier voyage était fin janvier en Suisse, à Genève. C'est ça. Ensuite, vous êtes parti mi-avril en Turquie et à Istanbul. Ensuite, vous êtes parti début mai à Dubaï. Ensuite, vous avez enchaîné sur Oman, à Muscat. Et ensuite, vous avez enchaîné à Bahreïn, à Manama. Exactement. Bon, votre dernier voyage, ça sera, si j'ai bien compris, fin juillet pour Londres. Mais la saison se terminant bientôt, et c'est notre dernier épisode de la saison numéro 1, il me tenait à cœur que vous puissiez partager ce que vous avez vu, compris, découvert, lors de vos différents roadshows. Beaucoup de gens qui nous écoutent sont très intéressés par l'expatriation, comprendre comment la finance islamique se développe dans d'autres pays, et les particularités que vous avez rencontrées, étant donné que vous avez deux profils un peu différents. Donc, jeune étudiante qui sort du monde de l'université, et un jeune professionnel comme Jamil. Donc, vous êtes deux profils très intéressants pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc, on va commencer par Genève. Et vous pourrez raconter vos petites anecdotes, je vous vois sourire, donc à mon avis, je pense qu'il y a dû y avoir des petites choses marrantes. Vous pourrez les partager tout tranquillement lors de cette émission. Commençons par Genève. Qu'est-ce que vous avez découvert à Genève de la finance islamique? Kenza? Genève, c'était une surprise un petit peu décevante pour ma part. Par rapport aux autres hubs qu'on a pu visiter, parce qu'ils sont très axés éthiques. Ils ont, je pense, le public qui serait intéressé par la finance islamique, mais j'ai pas l'impression qu'ils le mettent en avant, et j'ai plus l'impression qu'ils le cachent. D'accord. Pourtant, je pense qu'on est quand même assez convaincus sur le fait que la finance islamique et la finance éthique se rejoignent. Donc je trouve que c'est assez dommage. Il manque une part de marché. Il n'y a pas assez
d'acteurs qui sont implantés sur place. D'accord. Jamil ? Alors pour ma part, j'ai... Partagé ce même sentiment ? Oui, mais disons que j'ai pas été déçu parce que je m'attendais pas à grand chose en allant à Genève. Maintenant, il y a quand même certaines institutions qui étaient assez intéressantes à rencontrer, comme Inox Capital ou Safra Sarrazin. Alors, Inox Capital, précisé pour nos auditeurs, ils ne savent pas ce que c'est. Inox Capital, c'est une société de gestion qui permet de développer des infrastructures, notamment dans le domaine de l'agriculture, et qui investit beaucoup via des financements islamiques. Et donc ils sont très très actifs sur ce marché-là, via Genève et via Londres, et notamment sur le continent africain, où ils permettent de lever des fonds pour développer l'agriculture. Donc Inox Capital était très très intéressant parce qu'on sentait dans leur discours qu'ils étaient convaincus par ce qu'ils faisaient, et ils étaient convaincus par ce que la finance islamique pouvait apporter, et que c'était vraiment une finance éthique. Ce sentiment, on ne l'a pas retrouvé chez d'autres institutions comme JP Morgan par exemple, qui pour moi n'était pas du tout convaincu par ce qu'il faisait. Il n'était pas convaincu du tout d'ailleurs par la finance islamique. Il le faisait un peu de manière opportuniste en traînant les pattes, et comme ils le disent eux-mêmes, ils font du charia light, donc c'est même pas de la vraie finance islamique. Mais une autre bonne surprise qu'on a vue à Genève, c'est Safra Sarrazin, pour ma part, parce qu'on a eu l'occasion de rencontrer Michael Gassner, qui est un des pionniers de la finance islamique à Genève et en Europe. Et on a eu des échanges assez intéressants avec lui. Donc Safra Sarrazin, qui est une société de gestion de fortune basée à Genève, conventionnelle, mais qui a une activité également islamique. Maintenant, voilà, comme Kenza l'a dit, Genève, c'est pas là où on apprend la finance islamique. On voit beaucoup en termes de gestion de fortune, on voit des éléments, on a accès à certaines informations, certaines choses, mais c'est pas non plus un hub de la finance islamique en tant que tel. Et ils n'ont jamais eu prétention à l'être, d'être un hub. Tout à fait. Ils n'ont jamais eu prétention à l'être, et ils en font parce qu'il y en a besoin, parce qu'ils ont des clients fortunés qui réclament de la finance islamique. Mais voilà. Parmi les différents roadshows qu'on avait pu faire, c'est vrai que les autres ont été faits dans des pays à majorité musulmane, donc forcément plus intéressant pour nous en tant qu'étudiants en finance islamique. Mais voilà, Genève, c'était pas très... ça nous a pas beaucoup apporté en tant que tel. Vous partagez donc globalement le même sentiment que Jamil ? Je partage le même sentiment que Jamil, mais même si c'était globalement négatif, je pense qu'il y a quand même du positif à en tirer. Par exemple notamment... Parce que beaucoup s'intéressent à la Suisse, c'est un marché frontalier, c'est un pays très dynamique en termes bancaires. Donc, après, est-ce que le balbutiement de la finance islamique là-bas, c'est pas bon signe en même temps ? Quelqu'un qui veut faire de la finance islamique, je ne lui conseillerais pas d'aller à Genève. Voilà. D'accord. Kenza ? Je suis d'accord. D'accord. Bon. Voilà. Ok, on est d'accord pour la Suisse. Vous avez fait une belle publicité à ce pays. Je plaisante. Qui est un très beau pays. Hein. Oui. Non, qui est un très beau pays. Non, effectivement. Ok, d'accord, j'entends. Quel point positif vous avez vu, Kenza ? Jamil nous a parlé d'Inox Capital. Quel point positif vous avez vu sur la Suisse ? Les points positifs qui sont assez globaux, je trouve, dans toutes nos visites, et que j'ai quand même retrouvé sur la Suisse, même si on n'a pas eu forcément de gros coups de cœur. C'était que quand on voit que les acteurs sont engagés, ils le sont vraiment, et ils essayent vraiment de comprendre les besoins de leurs clients, tout simplement. D'accord. Point positif au-delà d'Inox Capital sur la Suisse ? Rencontre avec Michael Gassner de Safra Sarrazin, comme j'ai dit, qui est une personne extrêmement intéressante et qui avait pas mal de choses à nous dire sur la gestion de patrimoine islamique. Laoussine Kakas aussi, qu'on a pu rencontrer à Genève, qui était très très intéressant également sur le volet gestion de patrimoine. Après, au-delà de ça, c'est une industrie naissante, la finance islamique en Suisse. Elle ne dépend que de quelques grosses fortunes qui commencent de plus en plus à demander des produits en Suisse. Et c'est une industrie de réponse, c'est pas une industrie de création, dans le sens où elle répond aux besoins d'un client, elle n'anticipe pas. C'est pas un pays où on a le temps d'anticiper, c'est un pays où on doit répondre rapidement à la demande. Ouais. D'où votre impression, et ça c'est très intéressant de l'avoir partagé. Moi je vous remercie sur la partie suisse et je vous remercie beaucoup de votre honnêteté.
nos amis en seront très heureux là-bas. Et je pense que ça les poussera à essayer de développer. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se développer sur la Suisse. Dans quelques années, je ne pense pas qu'on reparlera de la Suisse de la même manière. Mais en tout cas, aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est très encourageant. Parce que toute industrie, il faut bien qu'elle commence quelque part. Et effectivement, vous avez un effet de comparaison. Donc forcément, il y a des biais. Et rentrons dans les biais de comparaison. Puisque le voyage d'après, ça a été la Turquie, Istanbul. Magnifique ville au demeurant. Tout à fait. Kenza, Istanbul Istanbul, j'ai beaucoup aimé les visites. On ressent par contre que c'est quand même un pays qui est encore en transition, je pense, dans le domaine de la finance islamique. C'est très politique et c'est très axé nouvelles technologies aussi. Okay. Donc ça c'est assez confortant et je pense que c'est ce qui va les aider à s'internationaliser. Le fait qu'ils suivent le courant hanafite, ça fait qu'ils sont assez laxistes sur certaines parties de la finance islamique. Prenez un exemple que vous avez en tête. Un exemple comme ça non, j'ai pas d'exemple comme ça, mais j'ai quand même ressenti qu'ils étaient moins ancrés dans tout ce qui est charia par rapport au Moyen-Orient qu'on a fait par la suite. D'accord. Et quand vous dites politique, qu'est-ce que vous voulez dire ? On n'a pas l'impression que ce soit en effet des push. Acteurs de marché. C'est ça. Ouais. On a plus l'impression que ce soit, que c'est vraiment le haut de la Turquie en fait qui essaie de pousser la finance islamique. C'est plus une offre qu'une demande pour l'instant, j'ai l'impression. C'est de là que j'entendais le mot politique. Ok, on va revenir sur les particularités après. Jamil ? Alors, je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout ce que ça a dit. C'est pas grave du tout. Commencez pas à vous embrouiller. Non, je plaisante. On a le droit d'avoir des avis divergents. Et la divergence crée la richesse, ne l'oubliez jamais. Exactement. Non, mais là où je suis d'accord, c'est que donc, en Turquie, c'est quand même une industrie qui est assez naissante. Et à la différence de ce qu'on a pu voir, par exemple, à Genève, c'est qu'à Genève... il y a une demande de la clientèle à Istanbul, en Turquie de manière générale. Il y a également une demande de la clientèle, mais il y a surtout un push de la part du gouvernement. C'est que le développement de la finance islamique vient d'une initiative du gouvernement. On l'a remarqué d'ailleurs, la plupart des banques islamiques en Turquie appartiennent à l'État. Donc vous vous souvenez des principales banques islamiques de Turquie, pour nos auditeurs, s'ils veulent connaître un peu le marché de la finance islamique en Turquie? Alors, les grandes banques que vous avez en tête? Alors les banques locales, on n'en a pas vu tant que ça. Oui. On n'a pas vu tant que ça. Pas de raison linguistique au passage. Exactement. Parce que voilà, ils étaient turcophones, donc c'était assez compliqué d'obtenir des rendez-vous avec eux. Cela dit, on a rencontré la KT Bank, donc la Kuwait Turkish Bank, qui en fait est une collaboration entre une banque koweïtienne et une banque turque. On a rencontré également Al Baraka. Okay. Et ces deux banques-là sont les leaders de la finance islamique à la fois en Turquie et également dans le monde. C'est de très très gros groupes sur le volet de la banque islamique. Mais pour revenir à la partie politique, donc en fait il y a un push du gouvernement là-bas qu'on sent à la fois sur le fait que les banques islamiques appartiennent majoritairement au gouvernement, mais aussi qu'il y a une vraie organisation autour de la finance islamique. On l'a vu en rencontrant TKBB, qui est l'association des banques participatives de Turquie. Et on a rencontré également le Sharia Board national, donc qui est là pour donner un cadre charia, en fait, juridique islamique à la finance islamique en Turquie. Et alors, je les ai pas, c'est là où je disais que j'étais pas nécessairement d'accord, je les ai pas trouvés forcément plus souples, mais je trouve qu'ils adaptent en fait les standards AOIFI qui sont Rappelez les standards AOIFI. En fait, donc l'AOIFI est un organe qui édicte des normes pour faciliter la vie aux banques islamiques, aux institutions financières islamiques, des normes charaïques et des normes comptables. Et en fait, en Turquie, donc le Sharia Board national a pris ce recueil des normes AOIFI au moment où ils ont voulu développer la finance islamique en Turquie. D'abord parce que c'était plus simple, on a un recueil de 600 pages avec certaines normes, c'est un travail préliminaire qui est déjà fait. Seulement, l'AOIFI ne se basait pas sur une école juridique spécifique. Donc, ils prenaient un peu de l'école hanbalite, un peu de l'école malikite, shafiite, hanafite, etc. Et
donc en Turquie, ils ont voulu vraiment le réadapter à leur madhab, donc à l'école juridique hanafite. Donc c'est pour ça qu'ils sortent un petit peu du cadre de la Wi-Fi. Mais maintenant, je dirais pas qu'ils sont plus laxistes ou plus souples. Je dirais juste qu'ils ils adaptent à la culture locale. Et je pense que c'est important, et je pense que c'est bien aussi pour faire accepter la finance islamique par la population qui de manière générale suit le rite hanafite. Et quelle vision vous avez du marché turc sur la finance islamique de façon globale lors de vos rencontres avec vos différents interlocuteurs? Ce sont des personnes qui sont convaincues de ce qu'elles font, en général. On sent que on a quand même on n'est pas non plus au Moyen-Orient, on n'est pas en Europe, on est dans l'entre-deux. C'est ce qu'elle veut dire. C'est ça. Mais ouais, c'est vraiment, je trouve que c'est encourageant pour nous. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'en France, le marché il est un peu moins enthousiaste par rapport à la finance islamique. Après, la politique est différente en Turquie et en France, mais ce qui est enthousiaste, c'est... en tout cas, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir qu'il y avait quand même des acteurs qui n'étaient pas si loin et qui pouvaient nous donner de l'espoir pour la France. Ok. Vous, Jamil? Il y a une chose qui m'a frappé en Turquie, c'est la première visite qu'on a eue, c'était Golden Global Invest, qui est la première banque d'investissement turque et qui a fait un travail extraordinaire en seulement 4 ans. Donc on voit qu'aujourd'hui, ils ont un programme d'émission de soukouk, ils ont fait une demande pour ouvrir un bureau de représentation à Dubaï la semaine dernière. C'est devenu la plus grosse banque d'investissement islamique en Turquie. En seulement 4 ans, on voit qu'il y a un marché et il y a énormément de choses à faire en fait. Un marché de l'investissement ou un marché du retail? Alors les deux. Eux pour le coup ils sont vraiment sur la partie banque d'investissement, mais même sur le retail, quand on voit que ce soit la KT Bank ou Al Baraka, c'est des très très grosses banques qui ont des leaders mondiaux de la finance islamique, qui ont des très très gros réseaux en Turquie et qui marchent très bien. D'ailleurs la visite à la KT Bank, on a eu l'occasion de rencontrer la KT Academy qui nous expliquait comment ils faisaient justement eux pour rester à l'avant-garde de la finance islamique, et ils nous ont présenté en fait leur formation interne, et ils nous expliquaient justement par exemple sur les nouveaux sujets comme le digital, l'intelligence artificielle, ils avaient des programmes qu'ils imposaient en fait à leurs salariés, avec des programmes même parfois diplômants qui permettaient aux nouveaux entrants d'être diplômés sur des domaines tels que digital, intelligence artificielle, au-delà même de la finance islamique, et c'est ce qui leur permettait en fait de former le capital humain pour développer la finance islamique et continuer à être leader sur leur marché. Donc c'est quelque chose que j'ai trouvé très très intéressant, et que d'ailleurs on n'a pas retrouvé ailleurs. C'est vrai que ce soit, peu importe le pays où on allait, quand on allait visiter les banques, très souvent on entendait soit les personnes qui nous le disaient, ou soit c'était écrit dans leur rapport annuel, on est les plus innovants, et tout le monde, en fait, on se rend compte, c'est assez drôle, c'est que toutes les banques prétendent être les plus innovantes. Donc, et au final, quand on regarde dans les faits, qui fait quoi pour innover, il ne se passe pas grand-chose, à part quelques innovations en termes de produits à droite à gauche, mais il ne se passe pas réellement grand-chose. Et KT Bank nous a montré qu'eux, ils étaient vraiment... ils ne disaient pas seulement on est les plus innovants, ils nous montraient clairement qu'ils cherchaient à l'être via justement la formation des troupes. Comment être innovant, comment rester à la page et être avant-gardiste. Parce que c'est vrai que la KT Bank, elle s'est un peu développée dans l'ombre de Al Baraka pendant des années. Et là, j'ai l'impression que la tendance peut s'inverser au Mont Turc. C'est quoi votre ressenti sur votre roadshow à Istanbul? Roadshow à Istanbul, bonne surprise. Bonne surprise quand même par rapport à celui de Genève qui était 1 mois avant, 2-3 mois avant. Et non, je trouve qu'il m'a donné beaucoup d'espoir pour notre marché en France. D'accord. Vous regardez les roadshows en fonction depuis tout à l'heure, en fonction de la France. Oui. Est-ce que chaque marché n'est pas un peu unique depuis tout à l'heure? Si. La France est un marché unique, Genève est un marché unique, c'est pas du tout les mêmes typologies de clientèle qu'on peut avoir dans ces pays-là. Effectivement. Donc, mais quel ressenti propre que vous avez en dehors de la comparaison? Comme on dit, comparaison n'est pas raison. En dehors de la comparaison, je pense que c'est un marché qui est sûr de ce qu'il fait, qui est convaincu de ce qu'il fait, comme j'ai pu dire tout à l'heure. Et c'est pour ça que je pense que c'est un marché qui plus tard à l'international, je pense qu'il peut s'expandre assez rapidement.
D'accord. Jamil, avant d'aller au Moyen-Orient, votre ressenti sur Istanbul? Alors je pense que c'est un marché très très prometteur et que la Turquie a tout pour être un leader de la finance islamique demain. On l'a vu à la fois... Leader où? Pardon? Quand vous dites leader où demain en Europe? Ou sur son marché local ou régional? Régional. Europe, Middle East, c'est bon, forcément ils ont énormément de retard sur ce qui se passe au Moyen-Orient, mais on sent à la fois une envie auprès des acteurs, auprès du gouvernement qu'on a vu via les organismes publics qu'on a pu rencontrer, et même au sein de la population, il y a une vraie demande. Et quand on voit à quel point la finance islamique se développe là-bas, notamment justement avec Golden Global par exemple, on se rend compte que en fait, tout est réuni pour que la finance islamique puisse se développer. C'est qu'il y a une forte demande, il y a un push du gouvernement, il y a une volonté d'innovation de la part de chacun. Il ne faut pas un copier-coller de ce qui se passe ailleurs en termes de finance islamique. Souvent, c'est un peu l'erreur qu'on retrouve, c'est que quand on veut mettre en place la finance islamique dans un pays, on va voir ce qui a été fait ailleurs, on copie, on colle et on s'attend au même résultat. Et eux, ils ont vraiment adapté en fait à leur culture locale, et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a retrouvé également à Oman. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez trouvé de beau au-delà de la finance islamique à Istanbul? Parce que c'est quand même une magnifique ville comme Genève. Bon, je sais que Genève, vous nous avez parlé du chocolat, bon, même si c'est le cas. La nourriture à Istanbul aussi. La nourriture à Istanbul, vous aussi? Ouais, j'ai été plusieurs fois à Istanbul, donc c'est pas la première fois. Très très belle ville, Istanbul. Ok. Bon, bah écoutez, reprenons l'avion d'Istanbul et on atterrit à Dubaï. Si seulement. Si seulement. Ouais. Bon, bah, même si on va pas pouvoir y être réellement, on va y être dans l'esprit. Vous avez atterri ensuite à Dubaï, début mai. Dubaï, capitale de l'économie islamique, ville extrêmement dynamique, où beaucoup de nos anciens étudiants sont positionnés là-bas. Mm-hmm. C'est quoi le marché de Dubaï pour vous? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est un mythe? C'est une réalité? Qu'est-ce que vous avez rencontré entre le moment où vous souhaitiez tous aller à Dubaï et quand vous êtes arrivé à Dubaï et que vous avez découvert Dubaï? Ça a été quoi votre ressenti à travers les visites que vous avez eues? Kenza, on commence par vous. Alors, Dubaï, c'est, comme vous l'avez dit, c'est une place centrale pour la finance islamique. Je pense que c'est pas que je pense, c'est un hub, un des hubs principaux de la finance islamique, notamment grâce à son écosystème qui est complet, selon moi. Par contre, il y a un défi qu'on a pu remarquer même avant d'y aller, c'est le fait qu'il faut qu'ils essayent de faire face à cette demande accrue du marché, tout en restant quand même attaché à tout ce qui va être charaïque, donc les normes à Wi-Fi qui sont quand même à la base de la finance islamique. Et je pense que c'est cette balance qu'il faut que Dubaï réussisse à jauger. Moi, ça n'a pas du tout été une déception, Dubaï. D'accord. Ça n'a pas été une surprise énorme non plus. D'accord. J'ai trouvé ce que je pensais trouver. On a rencontré des acteurs qui étaient convaincus de ce qu'ils faisaient aussi, d'autres qui étaient justement portés par le marché et ce que le marché recherchait. Le marché ne recherche pas forcément tout le temps ce qu'il y a de plus charaïque. Donc je pense que Dubaï, c'est une bonne position si on veut y aller pour un début de carrière ou si on a des projets. Mais il faut savoir ce qu'on veut et pas se laisser porter par ce qu'on nous propose, ce qu'on nous demande. Ok. Jamil? Alors j'ai eu la chance d'aller aux Émirats plusieurs fois sur les 15 dernières années, donc je connaissais assez bien, mais c'était la première fois que j'y allais dans un cadre professionnel. En fait, Dubaï, je pense que c'est une surprise pour personne, mais c'est très très orienté business. Et quand vous dites ça, vous voulez dire quoi, orienté business? Parce que toutes les villes sont orientées business. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous allez dire à la tête quand vous dites alors en fait, business? dans le monde de la finance islamique, il y a deux choses. Bien sûr, les banques islamiques sont là pour faire du profit, parce que ce ne sont pas des associations caritatives, mais on a quand même une dimension éthique qui est assez importante. Et il y a des endroits où la dimension éthique, on la sent, et on sent que le but, c'est vraiment de faire quelque chose de propre, d'éthique, de se rapprocher de l'esprit de la loi
de ne pas juste faire les choses mécaniquement. Et c'est vrai que Dubaï c'est très orienté business, et on sent moins cette volonté de faire les choses par éthique, en fait. Je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste que j'ai pas eu le sentiment, en échangeant avec les personnes là-bas, qu'on avait affaire à des personnes extrêmement engagées pour le développement de la finance islamique. C'était des personnes, voilà, qui étaient là. Il y a un marché, on répond au marché, mais sans plus. Ça revient à l'idée d'innovation que je mentionnais tout à l'heure. Dubaï, il y a des innovations parce que c'est Dubaï, parce que c'est le plus gros marché aujourd'hui, je pense, enfin un des plus gros hubs, de la finance islamique dans le monde, avec à la fois un écosystème pour les fintech qui est extrêmement puissant, et un gouvernement qui facilite ça. Donc on trouve des innovations, mais pas autant qu'on devrait, je trouve. En fait, Dubaï devrait être... C'est un gâchis par rapport au potentiel qu'il a, ou vous voulez dire que c'est limité par rapport au potentiel qu'il a? Entre gâchis et limité, je ne sais pas quel mot choisir, mais disons que on a l'impression... La ville n'est pas à la hauteur de son potentiel. Exactement. On se rend compte qu'ailleurs, des institutions financières islamiques arrivent à innover avec moins de moyens, on va dire. On va y revenir, je pense que vous faites allusion à quelques institutions. Et je pense que Dubaï est un très très bon endroit pour quelqu'un qui veut travailler dans la finance islamique, parce qu'il y a du travail déjà. Il y a du travail, il y a beaucoup d'acteurs, c'est un marché qui est assez mature. Il y a des bonnes conditions. Il y a des bonnes conditions, il fait bon vivre aux Émirats. Bon, après, voilà, chacun a son avis sur Dubaï, mais il n'y a pas que Dubaï, Sharjah, Abu Dhabi. Voilà, je pense que pour quelqu'un qui veut travailler dans la finance islamique et qui veut s'expatrier, les Émirats, ça peut être bien, surtout qu'on ne se sent jamais vraiment dépaysé, parce qu'au final, il y a des personnes du monde entier qui se trouvent là-bas. Donc c'est une ville très très cosmopolite. Donc on n'a pas ce sentiment de ne pas être chez soi, entre guillemets. D'accord. À Dubaï. Je pense que c'est le plus gros avantage. Alors, quelle est là ou les visites qui vous ont marqué le plus à Dubaï? La visite qui m'a le plus marqué, c'est Emirates Islamic Bank, parce que les personnes qu'on a pu rencontrer ont un parcours qui est un peu similaire au nôtre. Je pense à des personnes qui viennent de France, des personnes qui... Vous avez croisé un de vos anciens camarades, c'est pour ça? C'est ça. Ouais. Des personnes qui sont très accessibles, en fait, et pourtant elles ont quand même un parcours qui est, selon moi, exemplaire, de par la place qu'elles occupent aujourd'hui. Et ouais, non, j'ai beaucoup aimé Emirates. D'accord. Jamil, quelle institution, là où les institutions qui vous ont marqué le plus? Moi, je dirais Dar al-Sharia. Dar al-Sharia. Qui est en fait... Alors, préciser, c'est quoi? Alors, c'est une filiale du groupe Dubai Islamic Bank qui fait du conseil. En fait, c'est une société de conseil. De ça, la banque. Filiale de la banque. Autrefois, c'était un département de la banque, et ensuite il a été décidé de faire une filiale indépendante, justement parce que la particularité de cette société de conseil, c'est qu'ils n'ont pas vocation à conseiller uniquement Dubai Islamic Bank. Ils travaillent avec des banques islamiques du monde entier, et ils permettent de travailler sur la structuration de produits ou d'opérations. Et c'était quelque chose de très très intéressant, parce qu'on a eu l'occasion de rencontrer des personnes de chez Dar al-Sharia, avec lesquels justement j'ai ressenti cette envie de vouloir faire avancer le secteur de la finance islamique. Quand on échangeait avec eux, il y avait vraiment cette volonté de se rapprocher de ce que le grand Cheikh Taqi Ousmani disait dans son livre Introduction to Islamic Finance. Il parlait des contrats liés à la dette, en fait, type Murabaha, Ijara. Il disait que c'était pas forcément des contrats qui étaient idéaux d'un point de vue islamique, et que pour se rapprocher de l'esprit de la loi, il fallait plutôt partir sur des contrats participatifs type Musharaka, Mudaraba. Et ça, c'est un discours que j'ai retrouvé chez Dar al-Sharia, et qui m'a beaucoup plu, parce que c'est une des rares, en fait, institutions où on a vraiment senti ce discours-là.
Et étant donné qu'ils font du conseil pour des banques islamiques du monde entier, on se dit qu'il y a quand même une volonté d'insuffler dans exactement, plusieurs banques cet esprit de mettre plus de contrats participatifs que de contrats de financement. Exactement, de faire avancer en fait la finance islamique. Maintenant, la finance islamique, c'est une industrie qui est naissante. Elle a quoi, 60 ans, 70 ans. Donc voilà, on est encore au début et c'était normal d'utiliser des produits de dette au démarrage pour faire avancer l'industrie. Mais je pense qu'en fait, on arrive à un virage de manière générale dans la finance islamique où il faut essayer de partir un peu plus sur des contrats participatifs. Et c'est quelque chose qu'on retrouve justement dans la volonté de Dar al-Sharia. Et que j'espère retrouver chez d'autres banques ailleurs, qu'on a retrouvé chez certaines institutions à Oman également. Bon, petite anecdote sur Dubaï. Là, pour le coup, il n'y a plus de nourriture à Dubaï. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait le ramadan pendant une semaine à Dubaï? Non, enfin au-delà. Qu'est-ce que vous avez trouvé de beau Est-ce que vous le conseillerez à des amis d'aller à Dubaï? Je sais pas. Oui, moi j'aime beaucoup Dubaï. Pour quelle raison? Pour la vie en général, pour les opportunités. Le climat, tout simplement. Dubaï est plutôt mis en avant pour le cadre de vie assez exceptionnel. On dit que c'est le nouveau New York. On dit que c'est le nouveau New York. Est-ce que vous partagez un peu cet avis? C'est le nouveau New York, selon vous? Le nouveau New York du Moyen-Orient? Avec 30 degrés de plus, ouais. Très bien, je la ressortirai. Vous aussi, partagez? Avec 35 degrés de plus, peut-être, si on parle au mois d'août, c'est ça? Ouais. Je sais pas si comparé à New York, c'est l'appréciation qu'on donne aujourd'hui à ce pays. C'est comme ça qu'on l'appelle, le New York du Moyen-Orient. Ouais, je pense que de plus en plus de jeunes veulent aller à Dubaï. Et voilà pourquoi aussi c'était très important de comprendre un peu votre avis, parce que vous avez une petite différence générationnelle, et de comprendre un peu les points de vue. Et je pense qu'ils se rejoignent un peu sur la qualité de vie à Dubaï. Et une ville cosmopolite, pleine d'opportunités, c'est comme ça qu'on le résumerait, globalement. Exactement. Avec un caractère d'innovation et une atteinte de maturité du marché de la finance islamique qui appelle à niveau de l'innovation. C'est ça. Et beaucoup d'opportunités. Partagez ce point de vue? Oui. Bon, parfait. Bon, on refait un tout petit saut d'avion, là. Là, il va durer moins longtemps entre Istanbul et Dubaï. On va faire Dubaï-Oman. Mais sûrement, c'est 40 minutes de vol pour l'avoir fait au moins 10 fois dans ma vie. Donc, à vous atterrissez à Muscat. Et là, Kenza, c'est à vous. Coup de cœur pour moi. Coup de cœur. Oman, coup de cœur. Coup de cœur dans tous les sens du terme. Tant dans le pays que dans les visites qu'on a pu faire, que dans l'appréciation de la finance islamique qu'ils ont. Elle est très différente de tout ce qu'on a pu voir. Et ça fait du bien de voir qu'il y a encore de l'authenticité dans les normes charia. Évidemment, ça ferme des portes de marché quand on refuse de faire des produits tels que le tawarruk. Alors on explique rapidement qu'est-ce que c'est que le tawarruk, tout le monde ne le sait pas. Donc vous avez un peu d'avance. Monsieur Jamil, à vous, tawarruk. Tout à l'heure expliqué les normes de l'OIFI, à vous d'expliquer le tawarruk le plus simplement possible. Ma mère nous écoute, ma tante, tout le monde nous écoute. Donc tawarruk, si vous le définissez mal, elle ne comprend pas. Très bien. On va être très mal perçu. C'est à vous. Pour Madame Je mets la pression. Ma maman pour votre comprend maman, simplement, donc faites au plus simple. Pour votre maman, l'opération de Tawarruk, aussi appelée Commodity Murabaha, est en fait une opération où on utilise un actif, admettons de l'huile de palme, et on fait une succession d'achats-reventes en fait pour créer une dette entre deux personnes. Donc si je veux vous emprunter de l'argent, en fait, au lieu de faire un crédit classique à intérêt qui serait donc totalement contraire aux valeurs islamiques, on va utiliser ce qu'on appelle une opération de tawarruk, donc où on va acheter et revendre successivement des matières premières pour créer une dette qui au final aura le même flux monétaire entre guillemets entre nous deux, c'est-à-dire que je vais recevoir une somme d'argent de vous et je vais devoir vous repayer cette somme d'argent avec un supplément, mais qui sera cette fois-ci une marge. Donc c'est qui est adossé à la vente de l'huile de palme. Qui est adossé à la vente, exactement. Donc c'est pour ça que ce n'est pas un prêt d'argent, c'est une succession en fait d'achat-revente d'huile de palme. Et donc c'est quelque chose qui est extrêmement controversé. Voilà, depuis des décennies, c'est quelque chose qui est très très utilisé dans plusieurs pays et dans d'autres pas du tout. Dans plusieurs pays et dans d'autres comme Oman, le tawarruk organisé est totalement interdit. À Dubaï, c'est autorisé et Oman, c'est pas autorisé. C'est ça. Ok. Exactement.
Donc on continue. Donc Oman. Donc, ouais, Oman, pour moi, pour mon ressenti de ce qu'est la finance islamique, Oman, c'est exactement ce que ça devrait être. Ni plus ni moins. Intéressant. Ouais. Vraiment, je pense que c'est important de rester adossé à ce à quoi on croit, nos convictions. Et c'est à partir de ça que la finance islamique est faite. Et oui, c'est important de faire du business, mais le faire correctement, c'est d'autant plus c'est primordial, quoi. Et c'est vraiment ce que j'ai retrouvé à Oman. D'accord. Jamil, coup de cœur également à Oman? Vous aviez été peut-être pendant les vacances? Non, pas du tout. Pas du tout. Je découvrais Masqat. Très, 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 très bonne surprise. Des gens extrêmement accueillants. Et comme disait Kenza, voilà, on a eu l'occasion de visiter pas mal d'institutions là-bas. Par exemple, Al-Aziz Bank, qui est une banque islamique omanaise. On a rencontré aussi la Banque centrale d'Oman, qui nous a reçu toute une matinée en fait pour nous présenter un peu leur activité, la régulation et ce qu'ils mettaient en place notamment pour les fintech. Et voilà, comme disait Kenza, Oman, c'est une industrie qui est naissante, la finance islamique, ça 2011-2012 il me semble, donc voilà, moins de 15 ans. Et le paradoxe pour nos auditeurs, c'est qu'avant 2011, la finance islamique était interdite à Oman. Exactement, parce que la majorité de la population omanaise est ibadite. Et donc ils ne voulaient pas nécessairement avoir affaire à cette finance islamique qui était portée par des sunnites. Mais cela dit, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'au final, dans les questions de droit musulman, il n'y avait pas tant de divergences que ça. Il y avait beaucoup d'éléments où on pouvait se rejoindre entre ibadites, sunnites et même les chiites d'ailleurs en Iran qui utilisaient les normes de la Wi-Fi. Mais c'est un secteur qui est naissant là-bas et on s'est rendu compte qu'en moins de 15 ans, ils sont pratiquement à 20% de part de marché. La finance islamique à Oman, donc c'est une croissance qui est quand même très, 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 très encourageante. Et ce qui est d'autant plus encourageant, comme l'a dit Kenza, c'est qu'ils ont fait tout ça sans tawarruk. Quand dans d'autres juridictions, on nous dit qu'il est impossible de faire de la finance islamique sans tawarruk. Alors vous cristallisez tous les deux sur le tawarruk. Parce que le tawarruk empêche l'innovation, in fine, pour vous? Non. Ça empêche l'innovation financière de rester mordicus sur le tawarruk et pas trouver d'autres solutions plus participatives? Ou vous trouvez que c'est une solution de facilité pour certains pays, le tawarruk? On peut avoir son avis, hein, c'est juste une question. Alors, de penser que le tawarruk est indispensable, je pense que forcément ça bride l'innovation, parce que quand on pense que quelque chose est indispensable, on ne va pas chercher à faire autre chose à la place. Aujourd'hui, Oman nous prouve qu'ils arrivent à se développer sans tawarruk. Bon, certains diront qu'ils ont du mal, qu'ils vont le faire un jour, etc. Mais jusqu'à preuve du contraire, ils ne l'ont pas fait. Et pour l'instant, ça a l'air de marcher plutôt bien. Maintenant, il y a des juridictions où ils nous disent qu'ils ne peuvent pas avancer sans tawarruk et qu'ils en ont besoin. Maintenant, le tawarruk est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une combinaison de contrats murabaha. Donc, c'est les contrats que le Cheikh Taqi Ousmani mentionnait comme n'étant pas forcément idéaux pour faire des opérations de financement islamique. Donc, à un moment, je pense qu'il faut chercher à innover. Et le tawarruk, oui, ça peut être un frein à partir du moment où on se dit qu'on se contente en fait de faire du tawarruk sans chercher à faire autre chose. Maintenant, je sais qu'il y a des acteurs qui font du tawarruk, mais qui cherchent à faire d'autres choses à côté, qui essayent d'en sortir ou du moins d'en limiter la portée. Donc, c'est un peu le ressentiment que vous avez eu à Oman, Kenza, c'est-à-dire qu'au-delà du tawarruk, ils ont un degré avancé d'innovation, d'authenticité. C'est un peu ce que vous avez ressenti avec les visites dont nous a parlé Jamil, à savoir Alice Bank, Nizwa Bank, Central Bank of Oman. C'est un peu le sentiment que vous avez eu? L'authenticité, ils l'ont. Et en tout cas, c'est pas grâce à des produits qui sont utilisés dans d'autres pays. Et je pense que ça prouve qu'on n'est pas obligé de suivre ce que la plus grosse part de marché demande pour pouvoir avancer et devenir un gros acteur dans le marché de la finance islamique.
Pour conclure, Oman, en quelques mots? En quelques mots, Oman a cet avantage d'être un des derniers arrivés. Et du coup, ils ont l'avantage de regarder en fait ce qui s'est fait autour et de prendre en fait les best practices, ce qui s'est fait de mieux alentour pour essayer d'implémenter la finance islamique. Et je pense que c'est très très encourageant pour les pays qui aujourd'hui n'ont pas nécessairement un cadre réglementaire, notamment en Afrique, pour développer la finance islamique ou qui sont en train de le développer aujourd'hui. Donc je pense que ça peut être intéressant comme exemple dans la manière de faire. C'est-à-dire regarder ce qui s'est fait ailleurs, essayer de prendre ce qu'il y a de mieux un peu partout et surtout l'adapter à la culture locale. Est-ce que vous iriez vivre en Oman? Vous conseilleriez à nos auditeurs déjà d'aller visiter Oman? Je pense qu'on est tous d'accord sur ce point, parce que c'est un pays absolument magnifique. Si vous pouvez y aller, franchement, allez-y. Et au-delà, parce que c'est un pays qui est très méconnu. Au-delà de Sindbad, je n'ai pas l'impression qu'on connaisse plus que ça Oman, et c'est bien dommage. C'est un pays qui est absolument magnifique. Qu'est-ce que vous en retenez, vous? Point de vue perso, tout à l'heure, Dubaï, c'était un beau pays. Qu'est-ce que vous pensez de... Pour le tourisme, je pense que Oman, c'est un des pays que j'ai préféré. D'accord. Et en termes d'opportunités, parce que c'est un pays très méconnu, donc qu'est-ce que vous diriez aux gens en termes de carrière sur Oman? Ça dépend ce qu'on cherche. Moi, je pense que ça peut être intéressant, en tout cas pour ma part, mais pas maintenant. D'accord. Pourquoi pas maintenant? Je pense que c'est, en tout cas de ce que je pense, mieux d'y aller en famille, en fin de vie. Non, fin de vie peut-être pas, quand même pas. En fin de carrière, ouais, plutôt. Ouais, ou en famille. Vous? Ou en famille, oui, ouais. Aussi. Alors c'est pas Dubaï. Ah, j'ai pas parlé de Dubaï, j'ai parlé d'Oman. Oui, mais on était sur Dubaï avant. Non, Oman c'est un très très beau pays. Enfin, pays, j'ai vu Muscat, donc Muscat c'est une très très belle ville. Rien à voir avec ce qu'on a pu voir aux Émirats. C'est vrai qu'on sent que même au-delà de la finance islamique, en fait, le pays est vraiment en train de se développer. En ce moment même, on a vu d'ailleurs qu'il y avait énormément de choses en construction. Maintenant, voilà, on n'est pas sur un modèle de grand tour de type Dubaï ou type Riyad. Il y a une authenticité urbaine. Exactement. Disons qu'il y a une culture locale qui est un peu plus préservée, plus forte, et une identité qui est peut-être un peu plus forte. Donc, je ne sais pas si s'installer là-bas est facile, parce que forcément, qui dit culture locale forte dit plus d'efforts pour s'intégrer. À Dubaï, vous arrivez, tout le monde a la culture occidentale. C'est une ville internationale. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile, je pense, de rentrer dans le moule à Dubaï qu'à Oman. Maintenant, voilà, ça dépend des personnes et de ce qu'elles cherchent, mais ça peut. Pour un jeune étudiant, vous le conseilleriez? Est-ce que vous pourrez le conseiller d'aller à Oman? Je conseille à toute personne qui veut faire de la finance islamique et qui trouve une belle opportunité à Oman, je conseille d'y aller. C'est un pays qui est très très intéressant. Maintenant, moi, je parle vraiment en termes de job dans la finance islamique. Après, autrement, je sais pas. Tout va dépendre. Il faut y aller pour voir. Ok. Ouais. Vraiment, je vous conseille d'y aller en plus. Si vous m'écoutez, là, vraiment, retenez ça. Hein, allez à Oman. Ça ne veut pas dire ne n'allez pas à Dubaï, mais allez à Oman. Vous pouvez faire les deux, c'est pas très loin. Vous pouvez même y aller en voiture, pour rappel. Donc, vous avez repris l'avion. Ça y est, c'était la dernière fois. Pour arriver à Bahreïn. Et là, Bahreïn, Kenza? Bahreïn, c'est pour moi un labyrinthe normatif. C'est ce qui va dicter toutes les lois pour moi des grands hubs de la finance islamique. Pourquoi? On a pu visiter la Wi-Fi, Sibafi, c'est les sièges sociaux des grandes institutions les plus importantes pour la finance islamique. Donc voilà pour ça. D'accord. Votre atterrissage à Bahreïn, vous avez été au mois d'août, peut-être, au mois de septembre? Non, je plaisante. Non, c'était première fois à Bahreïn. Et donc comme l'a dit Kenza, Bahreïn, c'est un peu l'endroit où les règles se font pour la finance islamique. Donc on a rencontré, comme l'a dit, on a vu la Wi-Fi, on a vu Sibafi, on a vu aussi le BIBF, donc le centre de formation bancaire de Bahreïn, qui a une grosse activité sur la partie finance islamique.
Dirigé par Rizwan Malik. Oui. Dirigé par Rizwan Malik, exactement. Au passage. Qu'on salue au passage et qu'on remercie pour l'organisation de ce roadshow parce qu'il nous a énormément aidé. On a vu beaucoup de choses intéressantes dans tout ce qui était en fait mise en place de règles, de normes, de formation. Donc, je pense que Bahreïn est bon là-dessus. C'est-à-dire que même quand on regarde ce que fait BIBF, il forme au final des talents dans la finance islamique dans le monde entier. Quand on regarde la Wi-Fi aujourd'hui, l'influence qu'ils ont, il s'étend dans le monde entier. Aujourd'hui, une personne qui veut faire de la finance islamique en France, par exemple, le premier réflexe, ça va être de regarder les normes à Wi-Fi. Kenza, quelle institution vous a plu? La Wi-Fi. La Wi-Fi. La Wi-Fi. Pourquoi? Parce qu'ils vous ont offert des cadeaux sur place? Ouais, parce qu'ils m'ont donné un livre gratuitement, du coup, je me suis dit... Vous êtes corruptible trop facilement. Non, la Wi-Fi parce qu'on a rencontré des personnes qui étaient très accessibles, qui avaient quand même pour vocation à faire perdurer ce cadre normatif qui est quand même important. Mais quand même, j'avais l'impression qu'elles essayaient d'innover. Et je pense que c'est quand même important, même si il faut rester sur une raille droite, d'essayer d'écouter le marché, en fait, tout simplement. Donc voilà pourquoi j'ai bien aimé la Wi-Fi. D'accord. Vous, quelle institution vous a marqué, Jamil? Oui, Oudé. Alors, j'ai beaucoup aimé BIBF. D'accord. Par rapport à l'impact qu'ils peuvent avoir sur Institute of Banking of Finance, filiale, école de formation de la Banque centrale de Bahreïn. Exactement. Département finance islamique. Au vu de l'impact qu'ils avaient en termes de formation, parce que je pense que la formation, c'est quand même une des clés pour le développement de la finance islamique. Et pour accompagner l'innovation. Exactement. Et pour continuer à innover, on l'a vu en Turquie à la KT Bank. Donc c'est toujours dans la même idée. J'ai aussi aimé IRA. Vous définissez la présentation de l'IRA qui est International Islamic Rating Agency. Qui en fait cherche à faire le travail que fait Moody's ou S&P ou Fitch par exemple, mais en se concentrant vraiment sur les institutions islamiques et sur les instruments de finance islamique. Donc c'est une agence de notation en fait, mais orientée à 100% vers la finance islamique. Une agence de notation extra-financière qui ne va pas se focaliser sur les chiffres, mais plutôt sur toute la méthodologie et l'impact des normes. Exactement, qui se concentre en fait sur les deux, donc qui fait de la notation de crédit, mais en tenant toujours compte de cet aspect éthique, islamique. Et c'est une initiative que je trouve très très intéressante. Je crois que ça fait 15 ans qu'ils existent aujourd'hui. C'est encore embryonnaire, forcément quand on évolue dans un monde où on a Moody's, S&P, Fitch, c'est compliqué de se faire sa place, mais j'ai trouvé l'initiative extrêmement intéressante et je pense qu'il en faudrait plus. D'accord. Et une petite anecdote sur Bahreïn? Ou une petite recommandation perso? Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, donc qu'est-ce que vous avez comme sentiment sur Bahreïn? Vous faites peur là? Je vous sens livide d'un coup. Non, très positif. Positif, je pense pas que j'irai m'y installer. D'accord. Parce que c'est pas la dynamique que je recherche. Mais il y a du potentiel, je pense que si on veut faire de la finance islamique, c'est intéressant de pouvoir y aller. D'accord. Jamil? Il y a des choses intéressantes pour travailler dans la finance islamique, pas nécessairement pour travailler en banque, même si je trouve que la Bahrain Islamic Bank semble très intéressante, mais on n'a pas eu l'occasion de les rencontrer malheureusement. De faute de temps malheureusement. Exactement, mais ça reste un endroit important pour la finance islamique et pour une personne qui veut faire carrière en finance islamique. Ça peut être intéressant. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a un peu guidé? Est-ce que ça vous a fait comprendre un peu mieux qu'il n'existait pas une finance islamique, mais des finances islamiques? Qu'il existait des stades complètement différents en fonction des pays, sur des segments complètement différents les uns des autres? Moi, j'aurais bien comprendre un petit peu, je me mets à la place d'un auditeur qui vous a entendu partir de pays en pays,
Et on va avoir ce ressentiment global pour lui faire gagner beaucoup de kilométrage. Quel ressentiment vous retirez de ces roadshows à titre personnel, et qu'est-ce que ça vous a appris? Très sincèrement, je pense... Non, soyez hypocrite, c'est l'objectif. Ok, non, je très bien. Non, très sincèrement, je pense qu'il faut quand même y aller pour pouvoir voir sur place. Parce qu'on l'a bien vu, hein, Jamil et moi, on n'a pas eu forcément les mêmes commentaires, les mêmes ressentis. Donc il est quand même intéressant d'y aller. Mais pour quelqu'un qui a peur de l'avion, je pense que c'est quand même... Je trouve que ça donne de l'espoir, en fait, de voir qu'il y a plusieurs finances islamiques, comme vous disiez. De se dire que c'est possible de l'adapter à son pays. Pas forcément de devoir aller chercher ailleurs pour pouvoir s'expandre et que si on veut créer des solutions pour, par exemple, en France, c'est quand même possible. Moi, je pense que c'est ça que je retiendrai de ces roadshows. D'accord. Et à titre personnel, qu'est-ce que vous en retenez? À titre personnel, j'y suis allée. Je voulais aller que à Dubaï, moi, à la base. Voilà. Vous avez été servi, vous avez pu faire une belle partie du Moyen-Orient. C'est ça. Parce que j'y étais déjà allée, que j'avais beaucoup aimé et que je tendais à m'y installer. Ça n'a pas changé. Mais par contre... Je pense que c'est quand même bien d'essayer de s'expandre en France aussi. Ça m'a donné envie, enfin ça m'a conforté du moins dans mon envie de créer quelque chose en France. Après, est-ce que ça se fera grâce à des acteurs externes? Très certainement. Donc voilà, je pense que ça m'a créé beaucoup d'opportunités. Beaucoup de contacts aussi? Beaucoup de contacts. C'était un LinkedIn... vivant. C'est ça, exactement. Donc voilà, du positif. Et vous avez été bien reçu, ce que j'ai entendu? On a été bien reçus, très bien reçus. Donc quoi, vous avez bonne réputation. Jamil? Même question? Plutôt d'accord avec Kenza, c'était très très intéressant de voir que, comme vous l'avez dit, la finance islamique se développe à différents stades et de différentes manières dans les différents endroits où on a pu aller. Maintenant, comme le disait Kenza, ce qu'on a pu voir à Oman et en Turquie, le fait qu'ils cherchaient vraiment à adapter à la culture locale, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important quand on veut développer la finance islamique, notamment dans les pays africains, en France également. Je pense qu'il faut prendre cette méthodologie, pour exemple, si on veut développer la finance islamique ici. Maintenant, voilà, pour ceux qui sont intéressés par la finance islamique et par ce secteur et travailler dedans, bien sûr, c'était très très intéressant et on a vu qu'il y avait des opportunités partout où on allait. De toute manière, il y avait des opportunités. On l'a vu à Oman, on l'a vu à Dubaï, on l'a vu même à Istanbul. Ils sont en recherche de personnes, ils sont en recherche de talents, donc il y a de la place, il y a tout un marché à développer et il y a une volonté générale de développer de toute manière la finance islamique partout où on est allé, donc c'est assez prometteur. Maintenant, voilà, à voir où ces différents pays, enfin ces différents secteurs vont aller, vers quoi ils vont se diriger. J'attends de voir. Le sentiment personnel que vous avez eu de ces roadshows, ça vous a été utile au global? Ça vous a fait découvrir quelque chose que vous saviez déjà, que vous ne savez pas? Vous avez découvert quoi en réalité? C'est toujours utile de toute manière de voyager et de rencontrer des professionnels du secteur qui travaillent dans différentes institutions. Donc c'est toujours utile et ça apporte toujours, même si parfois on ressort un peu déçu de certaines visites parce que peut-être qu'on sortait heureux de certaines autres. Exactement. C'est vrai que des fois on idéalise un peu trop certaines boîtes, certaines institutions, et au final, quand on sort des visites, on se rend compte que c'est plus du marketing qu'autre chose. Mais voilà, de manière générale, c'est très très intéressant et ça permet aussi d'avoir un avant-goût de ce qui se passe, de ce qui s'y passe et de ce que ça fait de travailler dans ces institutions-là. Donc voilà, je pense qu'il faut le faire pour se faire sa propre opinion et je pense que ça permet aussi de mieux savoir où on veut aller.
quand on veut travailler dans la finance islamique, on ne sait pas forcément est-ce qu'on veut travailler en banque, est-ce qu'on veut faire du consulting, et ce type d'expérience, ça ouvre un peu les yeux sur pas mal de choses et ça permet d'affiner nos ambitions. Ok, donc j'en retiens que ces roadshows vous ont été utiles, vous ont ouvert les yeux. Il vous en reste un dernier à Londres. Exactement. Donc on part ensemble à Londres et ensuite on ira voir mon partenaire de Durham University pour passer une semaine avec des centaines de gens qui viennent de plus de 25 pays, donc pendant une semaine, ce qui sera la cerise sur le gâteau de vos roadshows. En tout cas, je vous remercie énormément de vos témoignages, de votre temps. Je sais que vous êtes en période d'examen et surtout cette semaine-là. Donc je vous remercie énormément d'avoir pris du temps et d'avoir partagé vos ressentiments et vos conseils sur les roadshows que vous avez vécus. Je vous remercie infiniment. C'était très intéressant et j'espère que ça aidera beaucoup nos auditeurs à mieux comprendre et à décrypter un petit peu tous ces pays. Parce qu'on a beaucoup d'idées reçues. Alors bonnes ou mauvaises, c'est pas la question, on a beaucoup d'idées. Et vous qui l'avez vécu, vous avez une autre forme de réalité à leur envoyer et qui est malheureusement très peu mise en avant. Et vous avez fait beaucoup de pays, donc c'est plutôt l'avantage. Donc écoutez, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup de votre temps. Avec Yanis, nous sommes extrêmement ravis d'avoir fait cet épisode et c'était le dernier de la saison 1. Donc vous clôturez, on dit très souvent que le meilleur est pour la fin. En tout cas, moi, c'était deux meilleures personnes que j'ai vues. Et je vous remercie énormément de votre franchise. Il n'y a pas eu de langue de bois sur cet épisode et je ne cherche en aucun cas à avoir une langue de bois ou passer en pommade d'un pays plus qu'un autre. Le plus important, c'était votre ressenti. Les gens l'ont bien compris, je pense. Et je pense que ça aidera un peu mieux les gens à se guider pour savoir où est-ce qu'ils veulent aller faire de la finance islamique. Et potentiellement aussi un peu ce que vous disiez, Kenza, c'est-à-dire qu'avoir vu tout le développement de cette finance islamique, vous dites que finalement en Europe, et je reviens au point de départ qui était Genève, où la finance islamique n'était pas très développée, ou la France, où n'est pas très développée également, que finalement ça donne beaucoup d'opportunités également dans ce pays-là, et je pense qu'on peut sortir fort de certains voyages pour importer dans l'Union européenne un petit peu une finance plus alternative, plus innovante et plus éthique. Donc mes amis, je vous remercie infiniment une fois de plus, c'était vraiment parfait et très intéressant. Merci beaucoup. Et vous avez clôturé magnifiquement cette saison 1 de ce podcast et on se retrouve très bientôt pour un trailer pour la saison 2. Non, c'est pas Netflix, je vous rassure les amis, c'était le podcast Parlons Finance Islamique, Kader Merbou en contre-production avec Agnès Mahmoud. Nous vous remercions infiniment et nous vous souhaitons une très bonne fin de journée. Merci à tous, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.